Alors, on y va, c'est bon pour tout le monde, oui? Oui? Vous me confirmez? Comment ça, non? Allô? C'est bon ou pas? Ok. Pour Cédric, c'est bon pour les autres? Vous m'envoyez l'information parce que je vous entends pas en plus, hein. C'est bon pour tout le monde? Capucine, c'est bon? Ok. Allez, on y va. Donc, alors, on vous donne la formule qui vous permet de calculer l'énergie stockée dans un condensateur, qui est W qui est égal à 1 demi de Cu carré, avec C qui est la capacité du condensateur en farad, et U la tension, d'accord, au carré. Donc la circulation du courant dans les supercondensateurs provoque des pertes par effet Joule. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va avoir des pertes aussi bien côté bus que côté totem, hein, quand on va recharger l'ensemble des supercondensateurs. Et ces pertes, donc, sont des pertes par effet Joule qui seront donc dissipées sous forme de chaleur. On vous donne l'énergie qui peut être stockée dans le bus. Alors peut-être couper les micros là pour certains, là, parce que j'ai un retour qui n'est pas très agréable. Les caractéristiques unitaires pour un module supercondensateur. Ok, on est attention. Là, il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention, hein. On est côté bus, hein, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on va travailler aussi bien côté bus que côté totem. Donc attention à bien identifier l'endroit où on travaille. Donc côté bus, on vous dit que la capacité nominale, c'est 165 farad et que la tension nominale est de 48 volts. Question 16. Calculer la variation W max moins W mini, c'est-à-dire l'énergie max moins l'énergie mini, de l'énergie stockée dans un module. Ok, le module, il est caractérisé ici. De 165 farad lorsque la tension à ses bornes varie de 50% à 100% de sa tension nominale. On commence par répondre à ça déjà. Donc de 50% à 100% de sa tension nominale. Alors, je vais lancer un tableau blanc, ce que je n'avais pas fait, voilà. Et donc, on va répondre à la première partie de la question. Alors, la tension nominale. La tension nominale, elle est donnée dans les caractéristiques, hein. On a vu que c'était 48 volts. OK, 50%. Donc 50% de sa tension nominale, ce qui me donne U égale, alors U mini, on va mettre égale quoi? 24 volts, bien sûr, d'accord. Et donc à 100%, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir U max, qui va être égal à 48 volts, c'est-à-dire la tension nominale. Ça va pour tout le monde, ça? Pardon? Ah bah l'énergie, oui. Alors on va l'avoir en watt-heure ou en joule, hein. Alors tout dépend de l'unité, évidemment, que vous allez choisir. Mais là, pour le coup, oui, on va avoir l'énergie en joule. Donc on y va, on calcule oméga max moins oméga mini, hein, puisque c'est ce qu'on nous demande. Donc W max moins W mini me donne quoi? Alors on peut mettre pour le coup les tensions au carré en facteur. Donc j'ai 1 demi fois la capacité, on l'a dit, du module. D'accord. Donc capacité côté bus, hein, on a dit. On va mettre bus pour un module multiplié par quoi? Je vous écoute. 48 au carré moins 24 au carré. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Si je fais l'application numérique, ça fait 0,5 fois, on a vu la capacité d'un module, hein. Attention, on est que sur un module. C'est 165 farad, on l'a vu, hein, c'est dans le texte, hein, on nous le donne. Donc multiplié par 48 au carré, moins 24 au carré. Ok, voilà ce que j'ai. Alors, est-ce que j'ai la place? J'ai calculé ça, moi. Ça fait 142 560 joules. 142 560 joules. D'accord? C'est bon ça? Donc là, on vient de répondre à la première partie de la question. 142 560 joules. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Calculer l'énergie totale WTB. Donc total bus, hein, TB pour total bus.
correspondant aux 48 modules embarqués dans le bus. Exprimez le résultat en joules et en water. Très bien. Donc on voit que calculer, exprimer, d'accord? Donc deux éléments dans la question. Donc un premier calcul et ensuite on exprime en joules et en water. Alors, bon, là, rien de très compliqué. On vient de calculer l'énergie pour un module. J'en ai 48. Donc l'énergie totale du bus. En effet, Mathieu, on multiplie par 48. Alors on y va. On a dit 142 560 joules, j'ai dit, multiplié par donc 48, qui me donne, ça me donne combien? J'ai calculé ça. Ça fait 6 842 660. Non, pardon, 880. Ok, joules. C'est égal à quoi? On divise par 3600 pour l'avoir en water, ce qui me fait environ, j'ai noté 1,9 kWh. Voilà pour l'énergie stockée dans l'ensemble des modules de supercondensateur côté bus. Exactement, il y a 1,9 kWh. Si on regarde un petit peu le texte et le cahier des charges qu'on avait vu un peu précédemment, c'est assez cohérent. Vérifiez toujours par rapport aux valeurs quand même qui sont dans le sujet. On sait que pour parcourir la distance la plus grande, on a vu que l'énergie que le bus devait fournir était de 1,038 kWh si mes souvenirs sont bons. Donc on est cohérent, on a un stockage de 1,9, donc c'est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Gardez toujours en mémoire les chiffres du cahier des charges, ce qui va vous permettre de vérifier à chaque fois vos résultats. Je veux dire, vous êtes sur 10 kWh, vous dites, ça paraît beaucoup par rapport à quand même ce qu'on a besoin. Donc vous revenez en arrière et vous faites attention à vos valeurs, toujours même chose, valeur numérique et évidemment unité. C'est généralement là que vous plantez. C'est bon ça? Ensuite, ça c'est fait. Alors, modélisation du transfert d'énergie entre le totem et le bus. D'accord? Donc là, on passe dans la phase de transfert d'énergie du totem vers le bus. Afin de vérifier la capacité du système à effectuer une recharge suffisante pendant l'arrêt du bus dans la station, un modèle a été établi. Les paramètres de ce modèle sont les valeurs de capacité de l'ensemble des supercondensateurs C1 équivalent côté bus et C2 équivalent côté totem. D'accord? Donc là, attention, le 1, petit 1 pour bus, petit 2 pour le côté totem. D'accord? Les tensions initiales aux bornes de C1 équivalent et de C2 équivalent. D'accord? Le courant I2 parcourant le groupement des capacités 2 équivalentes est maintenu à une valeur constante par l'intermédiaire d'un convertisseur DC. Alors, si je reviens sur mon schéma, le convertisseur, il est là. Vous le voyez? Il est là, mon convertisseur. D'accord? Continue. Ok? Mon courant I2 est ici. Ok? Donc, courant constant. Ça veut dire qu'on va transférer l'énergie côté totem vers le côté bus à courant constant. C'est ce qu'on nous dit. Les résistances non représentées sur la figure 8, c'est la figure qu'on vient de voir, côté bus et côté totem, représentent les pertes par effet Joule des supercondensateurs. On en a parlé juste avant. Et ici, on va noter ces pertes Joule, d'accord? P Joule. Voilà comment on les note. Voilà ce qu'on nous dit dans le texte, d'accord? Bon, je prends note, j'ai lu. Le modèle utilise les équations présentées dans le tableau figure 9. Alors, oula, là on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est de l'intégrale. Vous ne l'avez pas fait encore en maths, vous êtes en train de le faire, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est juste ces équations qui vous sont données. Vous allez voir qu'on ne va pas travailler forcément dessus. Ce sont les équations qui ont permis de réaliser la modélisation du transfert d'énergie. Alors, grandeur côté bus, on a la tension nominale qui est égale à 1 sur la capacité 1 équivalente intégrale de I1 de TDT. D'accord? Ensuite, côté totem, c'est la même chose, sauf qu'on a la capacité équivalente côté totem avec le courant I2. Et enfin, les pertes joules sont côté bus. On peut les calculer à l'aide de U1, I1, U2, I2, plus les pertes joules. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? Les valeurs algébriques des grandeurs U1, I1, U2, I2 respectent la convention récepteur.
Ok, on se rappelle, convention récepteur, hein, c'est des choses que vous avez fait l'année dernière. Pour déterminer la valeur des capacités équivalentes, on passe dans une phase de calcul. D'accord? Et oui, c'est quand on a vu quand vous avez vu les lois fondamentales électriques, oui, tout à fait, oui. Un convention récepteur, hein, la tension hein, s'oppose au passage du courant. Oui. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Pour déterminer les valeurs des capacités équivalentes nécessaires au modèle, on rappelle les règles d'association en série et en parallèle des supercondensateurs. Très bien. Évidemment, vous comprenez bien que on va faire des calculs et pour pouvoir calculer donc la capacité équivalente, il faut connaître ces règles. Hein. Elles ne sont pas forcément au programme, hein, donc on vous les rappelle. Lorsque les condensateurs sont raccordés en série, ok, qu'est-ce qu'on fait? On voit que C1 égale C2 égale CI, etc. C'est-à-dire que la capacité équivalente est égale à quoi? Est égale à la capacité divisée par le nombre de condensateurs en série. D'accord? Ça va pour ça? Lorsque les condensateurs sont raccordés en parallèle, la capacité équivalente est égale à quoi? À la capacité multipliée par le nombre de condensateurs montés en parallèle. D'accord? C'est le nombre de branches, quoi, tout simplement. Donc voilà ce qu'on nous donne. Donc si on vous donne ça là, forcément, c'est qu'on va l'utiliser, on va faire un calcul dessus. Pourquoi? Parce qu'on va calculer les capacités équivalentes, vous avez bien compris, pour pouvoir calculer un petit peu le transfert d'énergie, hein, en effet, en ce qui se passe entre le totem et le bus. Et ben voilà, on y va. Question 17, calculer les capacités équivalentes côté bus, côté totem, en exploitant le schéma de la figure 8. On y va? On va partir sur la figure 8 et on va calculer ses capacités. Capacités équivalentes côté bus et côté totem. Alors, important, je vous rappelle, ne vous trompez pas. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations hein, dans le sujet, hein, c'est pour ça qu'il faut être assez rigoureux. Ici, on est sur C équivalent 1, et ici, on est sur C équivalent 2. D'accord? Le bus, c'est 1, le totem, c'est 2. D'accord? Alors, ici, on a 3 branches, côté bus, hein, 3 branches en parallèle. Oui? Et j'ai combien de condensateurs en série? 16. Hein. Je vous rappelle que ici c'est marqué 3 branches de 16 modules, soit 48 modules. Oui? On y va, on fait ce calcul. On regarde tout de suite de l'autre côté, on fera les deux en même temps. Côté totem, on a 2 branches en parallèle, d'accord? Et sur une branche, j'ai combien de supercondensateurs en série? J'en ai 14, d'accord? De A1 à 14. Ok? Alors, pour faire le calcul, on va appliquer la relation qu'on a vue. Je nous fais un petit peu de place. Donc, calcul de la capacité équivalente 1, c'est-à-dire côté bus. Alors, on va mettre égal plutôt d'ailleurs. On a vu que quand on avait des branches en parallèle, il fallait multiplier par le nombre donc de supercondensateurs en parallèle. Donc on a quoi? On a 3 fois quoi? Fois la capacité des supercondensateurs, c'est-à-dire 165. Après, on a vu que j'en avais combien monté en série? 16. Donc on divise par 16 le nombre de supercondensateurs montés en série. D'accord? Ça va? Hein, ce qui revient à faire, hein, c'est équivalent 1, c'est égal à n parallèle, d'accord? Multiplié par 165 divisé par n série. Oui? Ce qui correspond bien à 3 fois 165 divisé par 16. C'est ma capacité équivalente. Hein. Il suffit juste d'appliquer la relation. Ce qui me donne 30,94 farad pour la capacité équivalente 1 côté bus. Ensuite, le calcul de la capacité équivalente 2, c'est-à-dire côté totem. Côté totem, on a combien de branches en parallèle? 2 multiplié par 100. Alors, je ne me rappelle plus de la valeur des 150, merci. Sur en effet 14 supercondensateurs en module hein, en série, ce qui me donne
Parfait, 21,43 farad. Ok. Très bien. Voilà la capacité équivalente des différents modules, enfin de l'ensemble des modules côté bus et côté totem. Très bien. Bon, ça c'est fait. C'était une question qui n'était pas trop compliquée là, pour le coup. Il y a beaucoup d'informations, mais la question n'est pas si compliquée que ça. Hop. Donc ça c'est fait. On avance. Quelles que soient les valeurs déterminées à la question 17, on utilisera par la suite de l'étude les valeurs de ces deux équivalents. Donc l'équivalent côté totem, on a dit 21,4. On a trouvé combien? 21,43, c'est parfait. D'accord? Ça veut dire qu'on est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on nous donne le sujet. Alors, les résultats de la simulation sur une durée de 10 secondes. Je vous rappelle que la simulation, c'est quoi? C'est la simulation du transfert de l'énergie du totem vers le bus. Hein, c'est bien, on a bien réalisé une modélisation avec les outils mathématiques qui sont les intégrales juste précédemment, que vous avez vu précédemment dans le tableau 9, sur une durée de 10 secondes. Elles sont représentées ici. Ici, on a la tension donc au niveau du totem. Ici, on a la tension du bus. Ici, on a le courant au niveau du. C'est quoi ça On avait du bus. Et ici, on a donc le courant qui est transféré du côté totem vers le bus. Et on voit qu'il est constant. Hein, on l'a vu dans le sujet qu'on maintenait le courant constant. D'accord? Oui. Alors pourquoi on a moins I2 de T, hein, vous l'avez vu, hein, parce que le signe du courant est inversé par rapport à la figure. C'est pour ça qu'on a un moins ici. On transfère bien le courant du totem vers le bus. C'est bon pour ces différentes courbes? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lors du transfert donc de l'énergie du totem vers le bus, la tension U2 aux bornes de C2 équivalent évolue de 756 volts à 382. Alors on voit ça où? On voit ça ici. Alors mince, pardon. Je vais être obligé de redescendre un petit peu. Est-ce que je vais avoir le tout? On va faire comme ça. Allez, j'ai. Alors, on a dit donc de 756. Donc 756, c'est la valeur qui est tout en haut ici, hein, que j'ai pas tout à fait parce que j'ai pas l'ensemble de la page. Jusqu'à 382, c'est la valeur qui est ici. Ici, on est à 382 volts. Ok, voilà la variation de la tension. U2. Hein. Les pertes par effet joule déterminées par la simulation atteignent, hop, je monte un petit peu, on a dit atteignent 49,4 Wh côté bus et 80,7 Wh côté total. D'accord? Donc là, on nous donne la valeur des pertes joules. À partir des résultats de la simulation de la figure 10. Très bien, ok, donc on vient de la voir, on vient de la traiter. Calculer la variation Wmax moins Wmin de l'énergie stockée dans le condensateur. Ces deux équivalents, d'accord? C'est-à-dire l'ensemble des condensateurs du totem. Au bout de 10 secondes, calculer l'énergie oméga T transférée du totem vers le bus en prenant en compte les pertes par effet joule côté bus et côté totem, bien entendu. Conclure sur la capacité du système à effectuer une recharge pendant l'arrêt du bus dans la station. D'accord? Il va falloir qu'on puisse conclure par rapport à ça. Alors, même chose, à nouveau, différentes questions. Dans un premier temps, il faut qu'on calcule la variation. Hop, donc ça, on a la relation, on va rappliquer la relation. Ensuite, il faut qu'on calcule à nouveau donc l'énergie transférée, totem vers bus. Donc ça veut dire qu'ici, il va falloir qu'on prenne en compte les pertes par effet joule, d'accord, hein, tout simplement, hein, c'est tout. Et enfin, il faut qu'on puisse conclure sur la capacité à effectuer une recharge pendant l'arrêt du bus. Alors, si je vais tout de suite, si je parle un petit peu de la conclusion, on se rappelle que la première question de cette partie-là, c'était quoi? Tout le monde s'en rappelle ou pas? Voilà, exactement, d'accord. Hein. Alors on le verra peut-être par la suite. Ici, on a une capacité, hein, sur la capacité du système à effectuer une recharge pendant l'arrêt du bus. D'accord, on verra hein, si on est capable de recharger, on va dire, l'énergie qu'il nous faut pour parcourir la plus grande distance entre alors je sais plus, c'était Terminal 1 et je sais plus quel arrêt, qui était de 865 mètres, je crois. D'accord. Donc il faut qu'on regarde, hein, qui correspondait à une énergie de 1,038 kWh. C'est ça qu'il va falloir qu'on regarde.
On y va dans un premier temps, on calcule la variation d'énergie à partir de notre simulation, c'est-à-dire oméga max moins oméga mini. Et puis après, on va inclure les pertes joues. On y va? Alors, je me remets sur mon tableau blanc. On se refait un peu de place. Alors, c'était la question combien? 18? Allez, calculons le transfert d'énergie. Donc, c'est-à-dire W max moins W mini. On y va. Donc, à nouveau, c'est égal à 1 demi. On se rappelle, hein, on a la relation. C équivalent. Donc, C, facteur de U au carré maxi moins U au carré mini. Et bon, on y va, on va faire l'application numérique tout de suite. Donc, on a 0,5. Multiplié par... Alors, attention, c'est C équivalent 2, hein, d'accord? Multiplié donc par la capacité équivalente qu'on a calculée tout à l'heure, c'est-à-dire 21,43. Hein, on l'avait à l'instant. Ah, très bien, merci Titouan. Tu as tout à fait raison. Donc, faisons les choses correctement. Je vais sélectionner ça si j'y arrive. On va directement rayer. D'accord, 21,4, tu as raison. Hein, c'est précisé dans le sujet, il faut absolument réutiliser les données qui sont précisées dans le sujet. Donc 21,4 multiplié par donc tension max, on a dit c'était 700, c'est donné dans le sujet au carré moins 382 au carré. Ça c'est égal à quoi? Alors application numérique, on est à 4 554 048 joules. Je divise par 3600, hein, on se le rappelle maintenant, hein, ça fait des exercices assez répétitifs, mais du coup, ça vous permettra en même temps de vous en rappeler. Hein, on divise par 3600 pour avoir donc l'énergie en wattheures, et on va tout de suite mettre en kilowattheures. Ça me fait 1,265 kWh. Voilà ce qui est transféré. Ok? Donc on a bien la variation de tension entre donc, le début et la fin du transfert, hein, sur ma simulation. D'accord? J'ai la capacité équivalente que j'ai calculée précédemment côté totem. Variation de tension, clac, hop, on calcule l'énergie qui a été transférée avec la capacité équivalente côté totem. Voilà ce que j'ai transféré. Attention, ça c'est le première phase de la question. J'ai pas répondu complètement. La deuxième phase de la question, c'est quoi? C'est calculer l'énergie transférée du totem vers le bus en prenant en compte les pertes par effet Joule. Donc maintenant, il faut calculer oméga. Alors, pardon, je reviens sur mon texte, c'est oméga T. D'accord? Oméga total. Oui? Si, bien sûr. On va maintenant tenir compte des pertes par effet Joule. Là, on n'en a pas tenu compte, hein? Oui. Non, le calcul qu'on vient de faire, c'est pour calculer l'énergie qui a été transférée. Mais là, on n'a pas tenu compte des pertes par effet Joule. Donc maintenant, il faut en tenir compte. Donc on va calculer les pertes par effet Joule. Et puis qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ce qu'on a calculé là? Bien sûr, on va les soustraire. Évidemment qu'on va soustraire l'énergie qu'on vient de calculer. Hein. Alors, on y va. Calculons. Calculons, c'est mieux comme ça. Donc on a dit les pertes par effet Joule. Allez, on va mettre les pertes Joule. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait côté bus 49,44, c'est ça? Plus. Parfait, donc ce qui nous donne 130,1 Watt-heure. Voilà ce que j'ai perdu par effet Joule. D'accord? Quand je charge un côté enfin quand je fais le transfert du côté totem vers le bus. Donc, bien sûr, on va les enlever directement. Hein, c'est l'énergie qu'on a perdue par effet Joule. Donc on les enlève directement à ce qu'on a calculé, c'est-à-dire 1200
Donc l'énergie totale est égale à 1265 Wh moins 130,1. Ce qui me donne, il faut que je trouve le résultat, j'ai 1,135. Voilà. Comment ça c'est horrible? Qu'est-ce qui me dit c'est horrible? Ah, coupez vos micros les gars là. Quand vous faites des commentaires. Donc on est à 1,135 kWh. Conclusion par rapport à la capacité de mon système d'assurer donc la recharge. Bah, on sait que 1, on se rappelle de la valeur du cahier des charges, on en a parlé tout à l'heure, est strictement supérieur à 1,038 kWh. Donc on peut valider. D'accord? Ouais, on a. Mais qui parle là? Maël, coupe ton micro. Euh, Bon, ça c'est bon. Donc là, je pense qu'on va vérifier, mais je crois qu'on a répondu à l'ensemble de la question. Conclure sur la capacité du système à effectuer une recharge pendant l'arrêt du bus. Ok, ça marche. Ensuite, alors, accumulation de l'énergie entre deux passages du bus Watt System. On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé, c'était lundi, je crois. On se rappelle que pour éviter une installation, une ligne directe pour transférer l'énergie directement dans le bus, hein, on est passé par à nouveau une structure à base de supercondensateurs dans le totem, d'accord, hein, ce qui permet d'avoir directement une ligne EDF classique, hein, et de pouvoir, pendant que le bus circule, recharger le totem. Et c'est donc l'ensemble des supercondensateurs qui sont dans le totem, hein, l'énergie qui a été stockée dans les supercondos qui sont dans le totem, qui vont être transformés. Donc c'est l'ensemble de cette énergie qui va être qu'est-ce que j'ai dit, transférée vers le bus. D'accord. Et donc on va travailler là-dessus. Donc là on vous dit les conditions d'exploitation de la ligne de transport font apparaître une fréquence de passage sur une borne de recharge désignée par totem, on l'a vu dans le sujet, de 2 à 6 par heure. Ok, donc 2 à 6 passages par heure au max. La figure 11 représente la chaîne d'énergie du redresseur-chargeur. On va aller voir ça tout de suite. Elle est là, ma figure 11. Donc redresseur-chargeur. D'accord. On va la regarder après. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le poste est alimenté en triphasé sous 400 volts pour une puissance de 8 kVA. Le facteur de puissance vis-à-vis du réseau EDF Enedis est FP de 0,95. Le rendement global du bloc redresseur-chargeur est de 95%. Donc la chaîne ici d'énergie du chargeur dans la borne est celle-ci. On a bien donc le réseau Enedis, c'est-à-dire réseau EDF fourni, donc 400 volts avec donc une puissance de 8 kVA. On a un redresseur-chargeur dont on nous donne des caractéristiques. Et enfin, j'ai mon bloc de supercondensateur qui est là, côté totem. On le voit, hein, c'est la capacité équivalente qu'on a calculée tout à l'heure. On a bien les 21,4 farads. Et on a bien la variation de la tension, hein, lors du transfert de l'énergie qui varie donc de 382 à 756, c'est ce qu'on vient de faire. La puissance transférée au supercondensateur est définie par la notion suivante. Attention, j'insiste, puissance, d'accord? Donc la puissance transférée, c'est quoi? C'est S, donc ici, la valeur de la puissance du réseau EDF, multipliée par le facteur de puissance 0,95, multiplié par le rendement. Question, calculer la durée nécessaire pour accumuler 1,38 kWh dans les supercondensateurs du totem à partir du réseau Enedis. Vérifiez que cette durée est compatible avec les conditions d'exploitation de la ligne. Très bien. C'est-à-dire les conditions d'exploitation de la ligne, on vient de les voir, c'est-à-dire de 2 à 6 passages au maximum par heure. C'est-à-dire ces conditions qui sont là. Ok? À savoir si on a le temps globalement de recharger l'ensemble du totem avant le transfert de l'énergie stockée dans le totem vers le bus. Hein, s'il y a un passage trop fréquent des bus,
C'est-à-dire qu'on n'aura pas eu le temps de stocker assez d'énergie dans le totem, et du coup, on va pas restituer l'ensemble de l'énergie au bus, et on va prendre le risque, quoi, que le bus n'ait pas assez d'énergie stockée pour pouvoir rallier la station suivante. D'accord? Donc, il faut absolument qu'on puisse vérifier ça. C'est important. D'accord? Le temps de passage, enfin, en tout cas, la fréquence de passage, et du coup, le temps de passage du bus sur la même station. C'est ce qu'on vous demande de faire ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bus, hein, je fais une petite parenthèse, dans le bus, il est quand même monté, heureusement, hein, une batterie classique lithium polymère de mémoire, je crois. Une batterie de secours, on va dire, hein, pour stocker un peu d'énergie. Déjà, pour éviter que le bus soit bloqué à un moment donné, hein, c'est-à-dire que si on a un vrai problème de transfert d'énergie ou si on a une surconsommation ou si le bus reste bloqué pendant un laps de temps trop long et que les supercondensateurs se vident, on a une batterie quand même, enfin un ensemble d'accumulateurs classiques qui va permettre quand même de déplacer le bus. Autre chose, il faut savoir que les bus ils tournent toute la journée, mais la nuit l'aéroport est fermé, vous l'avez vu, et du coup les bus retournent à l'entrepôt. Donc c'est un entrepôt qui est pas sur l'aéroport, hein, donc il va falloir qu'ils parcourent environ, je sais plus de mémoire, c'était une trentaine de kilomètres, et ces 30 kilomètres sont faits évidemment pas avec les supercondensateurs, mais ils sont faits avec des accumulateurs classiques. Voilà, petite parenthèse. Quelqu'un avait une question, je crois, non? Non? Non, non, j'ai entendu quelqu'un parler, c'est pour ça. Et ben on y va, on répond à cette question maintenant. Donc, calculer la durée nécessaire pour accumuler 1,38 kWh dans les supercondensateurs du totem à partir du réseau Enedis. Et bah, c'est parti. Application de la formule. Ouais. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on calcule la puissance. Oui. Ensuite, une fois qu'on a la puissance, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie accumulée, c'est-à-dire 1,38 kWh. On va pouvoir calculer du coup. Alors, avant. Alors, dans un premier temps, là, on va calculer la puissance. Donc, on va avoir une puissance en watts. Vous êtes d'accord? Ensuite, moi, je sais que cette puissance doit correspondre à quoi? Qui va me permettre d'accumuler quoi à la fin? Une énergie de 1,038 kWh. Donc là, j'ai des watts. Là, j'ai des wattheures. Et ça va donner, en effet, typiquement, ça va donner la durée évidemment nécessaire pour pouvoir accumuler 1,38 kWh. Et à partir de ça, évidemment, on va regarder par rapport aux fréquences de passage si ça correspond. Ouais. On y va? Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a compris ça, je mets un peu d'ordre. Donc on a dit, on cherchait la puissance. Donc la puissance c'était P petit c, c'est ça je crois? P max on va noter. Alors on a dit c'est S, hein, multiplié par le facteur de puissance multiplié par le rendement. Donc on fait tout de suite l'application numérique. Donc on a dit qu'on était à 9000 volts ampères multiplié par 0,95 multiplié par 0,95. Il me semble que le facteur de puissance était identique au rendement. C'est ça, non? Je me trompe? Non, c'est ça. Ce qui nous donne 8, alors 8122 watts, donc ce qui nous donne 8,122 kilowatts. Ça marche. Voilà la puissance. Ensuite, donc on sait que l'énergie, pour le coup, pour accumuler donc l'ensemble, pour accumuler donc assez d'énergie pour faire mon parcours est de 1,038 kWh. Ok, donc on va calculer le temps. Donc il faut quoi? Alors on va peut-être passer, on va voir ce qu'on va faire. Il faut, donc on a dit 1000, on va mettre 1000, pardon j'ai oublié un 8 là. 1038 divisé par 8122. Ok, donc si on regarde là, hein, attention aux unités, hein, ici on est bien en wattheure, ici je suis en watts, donc qu'est-ce que je récupère? Je récupère
des heures. Alors, ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va multiplier tout de suite par quoi? Tiens, on va multiplier par 3600. Donc, on l'aura en secondes. Ce qui va me donner... Alors, nanana, je l'ai 460 secondes, j'ai. Ok, 460 secondes. Donc 460 secondes pour recharger l'ensemble des supercondensateurs côté totem. Ouais. Euh, eh ben, on va travailler tout à fait, ouais, Titouan. Alors, comme dit le cahier des charges, on me dit, on dit qu'au max, on a 6 passages par heure. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est par heure. Donc, ok, ce qui me donne 6 passages. Ça équivaut à 6 passages en 3600 secondes. D'accord? Il y a 3600 secondes dans une heure. Oui. Donc, on va prendre les 3600 divisé par les 460 secondes qu'on vient de trouver. Ok? Et ce qui va me donner 7,8 passages possibles. Ok? D'accord? Et donc 7,8 étant supérieur à 6, on peut valider. D'accord? On peut valider que à chaque fois que le bus va passer, l'énergie stockée dans le totem sera suffisante pour pouvoir faire un transfert d'énergie convenable et que le bus Watt System puisse parcourir donc la plus grande distance entre le terminal 1 et je ne sais plus quelle station de 865 mètres. D'accord? Voilà ce qu'il fallait faire. Bon, on est pas mal. Il nous reste la partie 5 à traiter en effet. C'est la conclusion. Donc partie 5. Contrôle de la charge rapide des supercondensateurs. Alors l'objectif de cette partie, c'est compléter l'algorithme de commande permettant de contrôler le transfert de l'énergie du totem vers le bus lors de l'arrêt. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le transfert de charge entre les deux groupements des supercondensateurs est réalisé à courant constant. On l'a vu, hein, on l'a précisé tout à l'heure, on l'a vu aussi au niveau de la simulation que le courant était constant. Et on nous dit que le courant I2 est asservi pendant toute la phase de transfert. Ah, tiens, petit coup d'asservissement peut-être. L'image du courant obtenue grâce à un capteur vient agir sur la commande du convertisseur DC-DC par l'intermédiaire d'un sous-programme de régulation qui fait l'objet de l'étude ci-dessous. D'accord. Donc on va travailler sur le programme de régulation, donc le programme qui va me permettre donc d'asservir ce courant pour maintenir le courant constant. Ok? Figure 12 représente une boucle de contrôle du courant. Alors, c'est vrai que nous, en cours, on a pas mal travaillé sur les asservissements en position vitesse, enfin en cours, en activité expérimentale hein, même d'ailleurs. Hein, sur le robot d'Obot, sur le chariot de golf, etc., etc. Bon, là, on était sur des asservissements en vitesse et en position. Ici, on est sur un asservissement de courant. Très bien, c'est-à-dire qu'on veut maintenir le courant constant, donc il va falloir l'asservir. On va retrouver cette petite boucle dans laquelle on a différents éléments, on va les identifier ensemble. Qu'est-ce que j'ai? Ma consigne, d'accord? C'est-à-dire la valeur du courant I2 constant que je veux, c'est bien ma consigne. J'ai mon comparateur, d'accord? Alors là, représenté sous un rectangle, vous le voyez, hein, ça change strictement rien. Hein. C'est vrai que nous, on a la tendance généralement à faire plus, moins, comme ceci, hein, avec la consigne et la mesure qui arrive, hein, ça change strictement rien. Ici, on a la représentation d'un rectangle. L'écart ici, ok, j'ai un bloc derrière, on a nommé bloc 1. Ok, étonnant, on verra pourquoi après. J'ai une MLI qui va agir sur mon convertisseur DC-DC. Pourquoi? Pour obtenir un courant. Ouais. Ce courant arrive dans un bloc 2, sans nom, me donne une tension UR qui est numérisée, d'accord, à l'aide d'une carte à base de microcontrôleur, certainement, et ça me renvoie une mesure ici, sur laquelle je vais comparer à la consigne. Calculer l'écart, etc., etc.
Tout le monde voit ça? J'efface tout mon bazar. Alors, on avance un petit peu. Alors, bloc 1, bloc 2, pour l'instant, on ne sait pas trop, hein. À l'aide de la représentation de la figure 12, c'est celle qu'on vient de voir, justifier que le courant I est asservi. Ok? Donc, dans un premier temps, on voit au niveau de la question justifier. Dans un deuxième temps, identifier. D'accord? Identification. Justification, identification. Sur le schéma de la figure 12, le bloc représentant le correcteur est celui représentant le capteur. Donc ici, il va falloir que j'identifie le correcteur et le capteur. Alors là, on se dit, bon, là, ça va être de la rigolade. Si c'est que ça mes questions d'asservissement, hein, par rapport à ce qu'on a fait, on ne devrait pas avoir trop de soucis pour répondre. Alors, qu'est-ce qui va être, comment on va pouvoir justifier que le courant I2 est asservi? Qu'est-ce qui répond à cette question? Qui répond à cette question? Alors je vous dis tout de suite, hein, sur les vidéos, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, qu'on enregistre, hein, on vous entend pas du tout. Non, on vous entend pas, donc vous pouvez raconter des conneries, hein. Hein, on vous entend pas, j'ai pas du tout le retour de votre son. Donc il y a que moi, hein, donc vous pouvez me raconter des bêtises, c'est pas très grave. Allez, bah vas-y Titouan. Alors, comment on peut justifier un asservissement ici, là? D'accord, boucle fermée. Donc comment on voit que c'est une boucle fermée? D'accord, on a un retour d'information, on a le retour de l'information du courant, alors qui a été converti, hein, transformé, converti, tout à fait. Mais en tout cas, on voit bien qu'on a un retour du courant, l'information. Ok, donc première chose, c'est vrai. Alors, on a le comparateur, en effet, qui va permettre de comparer la valeur de consigne que j'ai et la valeur réelle du courant, en tout cas de l'image du courant, hein, parce que c'est une mesure, c'est l'image du courant, en effet, avec un écart qui va être traité derrière. En effet, donc ce qui va permettre de justifier, donc ces différents éléments que tu viens de citer, hein, vont permettre de justifier qu'on a bien un système asservi. D'accord? Asservissement de courant, pour le coup, ici, hein. Hein, on précisera dans le texte, hein, qu'on est bien sur un asservissement de courant. Ok, je suis d'accord avec toi, Titou. Voilà comment on peut le justifier. Ensuite, identifier sur le schéma de la figure 12 les blocs représentant le correcteur et le capteur. Alors, forcément, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on a laissé bloc 1, bloc 2, d'accord, qu'on leur a pas mis de nom, c'est pour pouvoir les identifier. Alors, où est le capteur? Où est le correcteur? Bien sûr, hein, le bloc 2, c'est le capteur, hein. Il faut évidemment, sur mon retour de boucle ici, là, ma boucle fermée, il faut bien que je vienne capter donc la valeur du courant. Et évidemment, ici, ça va être quoi le bloc 1? Le correcteur. D'accord? C'est le correcteur de mon asservissement. Ok? Donc là, on ne rentre pas dans le détail du correcteur, vous voyez, hein. Hein, on parle juste de bloc correcteur. Vu? Ok, bon, on a répondu à la question. Bon, question simple. Le courant I2 est mesuré par un transducteur dont la caractéristique est parfaitement linéaire. On va le voir juste en dessous. C'est ce qui va transformer justement le courant en une autre grandeur. Euh, donc parfaitement linéaire. D'accord? Important, là. Donc le transducteur délivre une différence de potentiel de plus ou moins 4 volts lorsque le courant évolue de plus ou moins 1000 ampères. Donc il est là, le transducteur. Ok, c'est ce qui va me permettre de transformer cette grandeur. Pourquoi? Bah, pour pouvoir la traiter sur une carte à base de microcontrôleur numérique, ici codée sur 16 bits. D'accord? Oui. Ici, je veux mesurer le courant. Ok, je ne peux pas envoyer directement le courant sur ma carte microcontrôleur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'adapter, bien entendu. Il faut que j'adapte ce courant surtout à une tension qui puisse être mesurée par une carte, hein, à base de microcontrôleur. Donc, je vais transformer cette grandeur I en une tension. Donc, cette tension ici est quoi? Est l'image du courant qui est là. Et il faut que j'adapte cette tension à quoi? Évidemment, à ma carte à base de microcontrôleur. Ok? Voilà à quoi sert le transducteur. Ouais? Ça va pour tout le monde? Ensuite, vous voyez que j'ai une liaison série synchrone de mémoire, je crois, qui va directement envoyer donc cette valeur au calculateur. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah c'est tout. Le signal
UR obtenu, c'est-à-dire la tension qui est là, plus ou moins 4 volts. En sortie du transducteur est numérisé par un convertisseur analogique numérique 16 bits, on vient de le dire, puis transmis par une liaison série, voilà, synchrone, d'accord, au calculateur, voilà figure 13, on vient de le voir ensemble. Elle est synchronisée sur une horloge. Eh oh, vous avez fait, eh oh, vous avez fait ça l'année dernière. Hein. Vous avez fait ça. Et on l'a revu ensemble. Hein. On l'a revu ensemble. Hein. Oui, hein, asynchrone, synchrone. D'accord. Tout le monde se rappelle. Oui, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous citer tiens, bah, le protocole I2C, il est synchrone. Hein. On a une horloge qui travaille. Hein. Le protocole RS-232, typiquement, il est asynchrone. Ok. Hein, tout le monde se rappelle maintenant. Synchronisé ou pas. On y va. Alors, la caractéristique pardon, n égale fonction de UR. Du convertisseur analogique numérique est considéré parfaitement linéaire. Ah, ça fait 2 fois qu'on me le redit. Hein. Vous avez vu? Parfaitement linéaire, on vient de le dire juste avant. Voici quelques valeurs particulières de ces caractéristiques qui sont indiquées dans le tableau ci-dessous, figure 14. Très bien. Donc ici, on a la conversion donc, du nombre numérique de la tension, hein, d'accord, en un nombre numérique, ok, du convertisseur analogique numérique. Tout le monde se rappelle? Formule du convertisseur analogique numérique, tout le monde s'en rappelle, c'est bon? Oui, magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, et donc on représente quelques valeurs particulières. Alors, vous voyez qu'on n'a pas complété tout le tableau. On a une tension d'entrée ici qui est supérieure ou égale à 4,096 volts, c'est-à-dire la tension max. Ok? Et bien ça va correspondre au nombre max 65 535. Quand ma tension est à plus 2 volts, plus 2,048 volts, on est à 49 152. Ok? Quand ma tension d'entrée est à 0 volts, je suis à 32 768. Ensuite, on me donne tension d'entrée négative moins 2 et strictement inférieur ou égal à moins 4,96, j'ai 0. Ok? Donc on voit que le passage, je vais changer de couleur, le passage de la partie, l'intervalle le négative à mes 4, à mes plus 4,096 volts correspond bien à mon 0 en nombre numérique jusqu'à ma valeur codée sur 16 bits de puissance 16, c'est-à-dire 65 535. D'accord? Vous le voyez? Donc là, on voit bien que le nombre numérique varie sur l'échelle du capteur qui est ici plus ou moins 4 volts. D'accord? C'est pas tout à fait 4 volts, hein, vous le voyez, c'est 4,096. D'accord? Ouais? Donc on est bien sûr l'ensemble, l'échelle du capteur. Hein. Ouais? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le nombre numérique n sera utilisé après traitement dans un sous-programme. Je vais virer mon bazar. Voilà. De contrôle du courant I2 en tant que variable mesure. D'accord? On l'a vu dans le schéma d'ailleurs, figure 12 je crois. Hein, qu'on avait bien la variable mesure, c'était la consigne. Hein. D'accord? Donc il est traité. Et donc c'est une variable mesure. L'algorithme de sous-programme du contrôle du courant I2 est décrit partiellement dans le document réponse DR2. Bah, je vous propose d'y aller, d'aller voir aussi quand même ce qu'on nous donne. Le document DR2, document réponse, il est là. Alors, l'algorithme de sous-programme du contrôle du courant I2, appelé par le programme principal toutes les 0,01 secondes. La variable consigne est passée en argument. Les variables GP, N, mesure et erreur sont des variables internes au sous-programme. La variable commande est renvoyée par le sous-programme de contrôle du courant I2. Ok? Qu'est-ce que j'ai? Alors, on y va, les variables GP, mesure et erreur. Ok? Mesure, N, erreur sont des variables internes au sous-programme. Donc GP, 5, d'accord? N, acquisition du courant. Ok? L'écart est traité par un régulateur de type proportionnel. Ah, vous avez vu? De type proportionnel.
Ensuite, ici, on appelle un sous-programme dans lequel on va faire l'acquisition du courant, qui renvoie la valeur du courant I2 sous forme d'un nombre qui est stocké dans la variable n. C'est bien ce qu'on fait ici, vous le voyez ou pas? Ouais. Jusque-là, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés de compréhension, hein. Ensuite, ici, équation du traitement de question 22, d'accord? Donc là, apparemment, alors je vais avancer un petit peu, je vais descendre. On reviendra dessus tout à l'heure, hein, c'est juste pour pouvoir le lire un petit peu ensemble. Donc ici, je vois que j'ai ma variable mesure. Donc ici, il faudra que je réponde à la question 22 pour pouvoir compléter ça. Ensuite, j'ai calcul de l'écart, consigne moins mesure, du grand classique, hein, ça marche. Là, ici, élaboration de la commande. Donc, ma commande, c'est quoi? C'est GP, donc la variable que j'ai définie à 5 au départ, multipliée par l'écart. Donc, GP, c'est quoi? C'est le gain proportionnel. Tout le monde a compris? Oui? Allô? Hein? C'est mon correcteur, hein? Ici, j'ai juste un correcteur proportionnel, hein? D'accord? Que j'ai défini à 5, hein? Alors ici, on l'a marqué GP, hein? Alors c'est vrai que nous, dans le cours, on l'a appelé KP, hein? Mais on aurait très bien pu mettre comme variable KP, hein, avec 5, hein? D'accord? Ça va rien changer du tout, hein? Là, on l'a appelé juste GP, hein? Ok? Hein, c'est la valeur de mon correcteur proportionnel, hein? Ah bah parce que comment tu vas gérer ta boucle d'asservissement dans ton calculateur? Bah tout va être fait là, évidemment, oui. Ah bah, de toute façon, tout passe par le programme, hein, évidemment. Puisqu'à la fin, il faut quand même que tu puisses envoyer donc ta mesure à la consigne, hein, calculer l'écart, tout est géré là, hein. Bah, comme d'habitude, hein, de toute façon, hein. Comment tu fais pour actionner du coup pour actionner sur ton convertisseur DC-DC derrière? Oui. Euh, Donc ici, là, j'ai la partie commande, donc le gain fois l'écart, hein, d'accord? Donc là, on a l'élaboration de la commande de mon correcteur. Et puis après, j'ai une boucle si, alors, sinon, d'accord? Donc si, sinon, enfin si, et je renvoie la commande, d'accord? Bon, voilà pour mon programme. On reviendra dessus après au niveau des questions, je pense. Hein, on en saura un petit peu plus, et puis surtout, on aura peut-être un peu plus de compréhension au niveau de la question. Hop là, je suis allé beaucoup trop loin. Je reviens du coup ici. Ok, on a vu l'algorithme. Question 22. Exprimer la tension UR en fonction de I2, ensuite N en fonction de UR et N en fonction de I2. Ok, bon, pas mal de choses à faire apparemment. Donc exprimer UR en fonction de I2. Donc là j'ai là. UR en fonction de I2. Bon, ok. Voilà ce qu'il faut que je fasse. Faut qu'on réfléchisse à ça. On va regarder un petit peu comment on peut faire cette petite chose déjà. Ensuite, il faut que je fasse N en fonction de UR, c'est-à-dire que dans un premier temps, si je gribouille un petit peu tout ce que j'ai fait. On va exprimer donc I2 en fonction de UR, et ensuite on va exprimer donc la valeur de N en fonction de UR. Vous êtes d'accord? Et qu'est-ce qu'on me demande par la suite? N en fonction de I2. Ok? Bah du coup, quand j'aurai N en fonction... Alors, deux étapes. UR en fonction de I2. C'est bon. Ensuite, N en fonction de UR. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rassembler mes deux équations pour avoir N en fonction de I2. Vous êtes d'accord? Ok, donc on a décomposé la question, hein, en deux modélisations, hein, pour avoir enfin n en fonction de I2. On y va? On essaye de faire ça? Alors, bah, U. Alors, si on regarde U en fonction de I2, pour le coup, là, ça n'a pas l'air très très compliqué, hein. C'est parfaitement linéaire, on nous l'a dit, hein. D'accord? Donc, moi, je veux quoi? Je veux ça, hein. UR en fonction de I2, c'est égal à quoi? On est parfaitement linéaire, hein. D'accord? Donc, on voit qu'à 0 volts, d'accord, ok. On voit que. Bah, faut que je le fasse ou pas? Bah alors quel est le coefficient directeur? C'est parfaitement linéaire. Sûr. Bien sûr, multiplié par I2, tout simplement, vous êtes d'accord?
Non? Faut que je le fasse pour tout le monde ou pas, là? Bon, je veux bien le faire, mais... Ok, tracez votre caractéristique, si vous ne savez pas. Ok, qu'est-ce que j'ai? On a dit, moi, je veux quoi? UR en fonction de I2. D'accord? Donc ici, j'ai UR. Ici, j'ai quoi? I2. Vous êtes d'accord avec ça? C'est UR que je veux en fonction de I2. Alors, vous avez un doute, vous tracez votre caractéristique. Hein. Pour 1000 ampères, j'ai combien? J'ai 4 volts. Ok, où est ma caractéristique? Elle est là, vous êtes d'accord? Regardez. Ouais? Ok? Coefficient directeur, tout le monde s'en rappelle? Évidemment, bien sûr, monsieur. C'est quoi le coefficient directeur ici, là, petit a? Il est égal à quoi? À delta UR sur delta I2. Ok? Donc il est égal à quoi? Il est égal à ça sur ça, c'est-à-dire 4 sur 1000. Ok? Donc ici, on a bien 4 sur 1000. Multiplié par quoi? Par I2. Pas de décalage à l'origine, hein? Forcément. On passe par 0. Ouais, c'est vu? Bon, ça c'était plutôt simple. Alors, quand vous avez un doute comme ça, hein, vous tracez, hein, vous mettez vos points, vous tracez rapidement, hein, c'est parfaitement linéaire. On passe, voilà. Alors, vous avez un doute, clac, vous calculez votre coefficient directeur. Donc là, on a UR en fonction du I2. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut N en fonction de UR. En fonction de UR. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse exactement la même chose. On va tracer la caractéristique. D'accord? Traçons la caractéristique. Tac, tac. Ici, j'ai quoi? Donc, UR. Pardon, non, c'est N. Pas du tout. Alors, je peux pas... Alors, on va changer ça. Ici, c'est N. D'accord? Et ici, j'ai UR. Tout le monde est d'accord avec ça? N en fonction de UR. Très bien, on est fait Titouan. Donc, quand on est à moins 4,096, c'est les données qui sont dans mon tableau. On sait que N est égal à 0. Donc, on est là. D'accord? Là, j'ai un premier point. Très bien. Ensuite, et quand... Ouais. Donc ici, on va mettre plus 4,096. OK. Et donc, on a une valeur de N de... Alors, je vais me mettre en vert. 65 000, en effet. C'est 335. 535? C'est moi qui me suis gouré? Bah, si, c'est tout à fait possible, hein, de puissance 16, hein, on y va. Hein. Où est mon tableau? Où est mon petit tableau? On a combien? Ouais, 505 535. Tout à fait, c'est ça, de puissance 16. Ok. 65 535. D'accord? Ok, donc ça, c'est mon deuxième point, qui est ici. Donc, je peux tracer la caractéristique, qui passe comme ceci. D'accord? Ce qui m'intéresse peut-être, c'est d'avoir cette valeur-là, ici, là, en ce point-là. Quand est-ce que... quelle est la valeur de n quand UR est nul? 32 768, d'accord, c'est dans mon tableau. Ok, je pose mon point, super. Bon, j'ai tracé ma caractéristique, hein. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement à calculer à nouveau coefficient directeur, décalage à l'origine. Le décalage à l'origine, on vient de le trouver. Il est où? Il est là, ça c'est égal à petit b. Alors on va écrire peut-être l'équation de façon générale, comme vous l'écrivez en mathématiques. C'est-à-dire que n est égal à a fois UR plus b. Vous êtes d'accord avec ça? On sait que, déjà, on sait que b, pour le coup, est égal à, on a un décalage d'origine qui est positif à 32 768. Superbe. Il ne nous reste plus qu'à calculer quoi? Le coefficient directeur. Alors, ce que je vous propose, par exemple, c'est de, on va le faire, tiens, je vais le faire en bleu.
on peut calculer ici ça et ça. C'est-à-dire que là, on va calculer delta n, d'accord? Et puis ici, on va calculer delta UR, d'accord? Donc petit a est égal à quoi? Donc on y va. Delta n, c'est-à-dire 65 535 moins 32 768, d'accord? Divisé par, bah ici on est sur 4,096. 0,096, ok? Ce qui me donne, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. 7 999. Ouais, ok, 8 000 quoi. Allez, on va arrondir à 8 000, ok? Ok, mon coefficient directeur donc vaut 8 000. Donc si je réécris mon équation, je reprends mon tableau, je l'efface du coup. On va écrire mon équation, donc on y va. On a dit que n est égal à, donc mon coefficient directeur, 8 000 fois UR, plus mon décalage à l'origine, c'est-à-dire 32 768. Voilà mon équation. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande à la fin? On nous demande n en fonction de I2. Or, on sait que, on l'a vu, on l'a noté tout à l'heure, que UR est égal à 4 sur 1000 fois I2. D'accord? On vient de le traiter au début. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à remplacer? Tout simplement la valeur de UR. Donc, n est égal à donc 8000 fois 4 sur 1000 fois UR plus 32 768. Ok? Ce qui me fait 32 UR. Hein. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? I2. Oui, voilà, attention. Attention, hein, c'est I2 ici. Hein. C'est bien I2. Hein. Donc 32 I2 plus 32 768. Magnifique. Et voilà, on vient de répondre à la question. D'accord? Avec un petit peu de modélisation. Alors, à nouveau, hein, je vous dis franchement, hein, faites exactement hein, ce qu'on a fait, hein, c'est-à-dire tracez vos courbes. Hein. Vous prenez vos points, vous les mettez, hein, vous reprenez le tableau qu'on vous donne, hein, vous mettez vos points, puis vous modélisez. Hein, on est sur de la fonction affine, c'est pas très très compliqué. Hein, vous faites juste attention à ne pas vous planter. Et hop, vous modélisez tout simplement, hein, avec coefficient directeur, décalage d'origine, et vous avez vos équations. D'accord? Ça, c'est largement à votre niveau. Ouais? Juste pas se tromper, c'est tout. Hein. Et ben ça c'est fait. C'était une question, vous voyez, une question assez courte, mais avec un petit peu de calcul. Question 22. L'équation de la variable mesure, d'accord, on l'a vu tout à l'heure, en fonction du nombre n, mesure égale à n plus b, permet d'obtenir mesure égale I2 ampères. D'accord? Donc il faut qu'on exprime. Exprimer l'équation de la variable mesure en fonction de n, mesure permettant d'obtenir mesure égale I2. Ouais? Alors qu'est-ce que j'ai là, moi? Qu'est-ce que je viens de déterminer là? Je viens de déterminer n qui était égal à, donc on a dit 32 fois I2 plus 32 768. Ok? Qu'est-ce qu'on veut là? On veut la variable mesure qui est égale à I2. C'est d'accord? C'est-à-dire sous cette forme-là. Ok? En effet, on l'a. Il ne reste plus qu'à convertir, hein, tout simplement. Donc ça veut dire que I2 est égal à quoi? Donc n moins 32 768 divisé par 32. Ok? Donc ça, c'est égal à la variable. Ça, c'est équivaut à la variable mesure. C'est d'accord? C'est ce qu'on me demande. Voilà ma variable mesure. Alors maintenant, on complète. Hein, deuxième partie de la question, compléter. On y va? Hop, on retourne donc dans mon document réponse. On l'a vu tout à l'heure. Hein, voilà, hop. Question 22, pas de problème.
Donc là, hop, on n'a plus qu'à introduire, évidemment, hein. Donc, on y va. On a dit n. Donc, j'ai dit quoi, moi? Moins 32 768. D'accord? Divisé par 32, c'est ça? Ok. Voilà. 32 768 divisé par 32. Voilà ce qu'on va mettre dans la variable mesure. Oui? Alors là, on est sur un sujet ancien programme, hein, d'accord? Là, typiquement, on vous donnerait déjà le programme en Python, hein, d'accord? Donc on le fera peut-être, hein, en fait, je crois que je vais vous le demander de le faire d'ailleurs. Hein, pour lundi, par exemple, c'est de me convertir ce programme en langage Python. D'accord? Ça vous fera un bon petit entraînement. Hein, vous me convertissez proprement en langage Python. D'accord? Pour tout le monde? Hein, vous me faites ça pour lundi en présentiel, du coup? Hein, vous me convertissez ça en Python? Alors, le sous-programme, hein, vous faites une fonction, hein, tout simplement, hein, d'accord, hein, qui va lancer tout simplement l'acquisition du courant. Et puis après, le reste, hein, pour les boucles, hein, vous me convertissez ça proprement en Python. D'accord? Ça, c'est fait. Je reviens aux questions. Donc là, on était à question 22, on commence à se rapprocher. Je vois qu'il y a 25 questions, donc on n'est pas loin de la fin. Ah bah, question 22, c'est fait. Très bien. Alors, le sous-programme de contrôle du courant I2 compare la variable consigne avec la variable mesure. Ok, ça on l'a compris, on fait de l'asservissement. La variable écart est multipliée par 5, hop, correcteur proportionnel, hein, c'est mon KP. Là, on l'a appelé GP dans le programme, mais c'est mon KP, hein, mon correcteur proportionnel. Puis limité entre 0 et 1 avant d'être envoyé au programme principal sous la forme de la variable commande. D'accord. Donc là, on limite entre 0 et 1. D'accord? La variable commande renvoyée par le sous-programme de contrôle du courant I2 permet d'élaborer un signal MLI, modulation de l'argent d'impulsion, variable de 0 à 100%, destiné au convertisseur DC. Cela permet de faire varier la valeur du courant I2, donc afin de le maintenir évidemment constant. Ok? Complétez l'algorithme du document réponse DR2, page 19. Bon, ok, ça n'a pas l'air très compliqué. Non, mais là c'était simple, hein, ces questions. Hein. Là pour le coup c'était très simple. Bah, on limite, en fait, on va limiter hein, la commande à 0, entre 0 et 1. D'accord? Et après, on va renvoyer cette variable. Hein, pourquoi? Pour gérer la MLI derrière. C'est-à-dire que il faut la limiter. D'accord? Entre 0 et 1. Donc, si elle est supérieure à 1, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, très bien, Titouan. Si la commande est supérieure à 1, qu'est-ce qu'on met dans commande? Non, on lui enlève pas 1. Si c'est supérieur à 1, tu limites entre 0 et 1. Non, mais je suis d'accord qu'elle soit pas bonne. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que justement, on veut, d'accord, élaborer un signal de commande qui soit compris entre 0 et 1, d'accord? Quelles que soient les valeurs par rapport aux valeurs qu'on va récupérer. Donc, hop, on veut que ce soit compris entre 0 et 1. Mathilde me met, on met 1. Mais bien sûr, Mathilde, dans commande, qu'est-ce qu'on met? On met la valeur de 1, bien sûr, Mathilde. Tout à fait. Ça veut dire qu'on limite bien à 1. Vous êtes d'accord? Sinon, si la commande, exactement. Donc, si la commande est strictement inférieure à 0, qu'est-ce qu'on met? Mathilde va me dire, bien sûr, on met 0 et c'est fini. Vous voyez que là, pour le coup, c'était très très simple. Hein, c'est-à-dire qu'on limite bien la variable entre 0 et 1. C'est tout, hein, tout simplement. Vous voyez? Bah, du coup, pour lundi, vous me faites ça sur une feuille. Hein. Vous me transformez ce programme en langage Python. D'accord? Hein, ça vous fera un petit exercice de révision, ça sera pas plus mal. D'accord? Vous me transformez ça en langage Python. Et ben voilà, ça c'est fait. Ben, on arrive à la fin. Hein. Pourquoi j'ai quitté ça, pardon? On arrive vraiment à la fin, puisque je crois qu'on a les questions 24 sur 25. Euh, J'arrive pas à m'en sortir là. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Ensuite, tac, 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 tac. Je reviens à mes questions. On est là. Question 23, c'est fait. Alors, ensuite,
pour garantir un courant de charge stable. Le sous-programme de contrôle du courant I2 doit être exécuté à une fréquence de 100 Hz. Ok. Sous-programme, il doit être effectué à une fréquence de 100 Hz. On nous dit, c'est là. Le convertisseur analogique numérique dialogue avec un calculateur. Léopold, il voit plus le stream. Bah, déconnecte-toi et reconnecte-toi, Léopold. Le convertisseur analogique numérique dialogue avec le calculateur figure 13 par l'intermédiaire d'un bus série de type synchrone dont l'horloge a une fréquence de 200 kHz. D'accord? Ok. Donc là, le calculateur, il dialogue avec le bus de type synchrone, on l'a vu tout à l'heure dans le schéma, à une fréquence de 200 kHz. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut 32 périodes de ce signal d'horloge, ok, pour traiter le sous-programme acquisition courant appelé par le sous-programme contrôle du courant I2. On l'a vu dans le programme tout à l'heure. C'est le sous-programme d'acquisition du courant. Donc il me faut 32 périodes de ce signal d'horloge. Pour traiter, d'accord, attention, 32 périodes du signal d'horloge pour traiter le sous-programme acquisition courant. Ok? Question 24. Calculer le temps nécessaire pour transférer l'image du courant I2 dans le calculateur. Comparé avec la fréquence d'exécution du sous-programme, qui est où? Qui est là-haut de 100 Hz. Et ensuite, on conclut. Ouais? Maël, coupe ton micro. Ou alors parle. C'est une question. Et ben, je pense qu'on a. Alors, ouais, j'ai assez de place pour le faire. Je le fais en dessous directement. Comme ça, on aura le texte. Alors, on va calculer donc le temps. Donc le temps nécessaire, temps équivalent, c'est égal à quoi? On a 32 périodes, donc on va mettre 32 divisé par donc ma fréquence. Je rappelle que F est égal à 1 sur T, d'accord? Donc ici, on va avoir le temps en secondes sur ma fréquence. Donc 32 périodes sur 200 000 me donne, ça fait combien ça? 160 fois 10 puissance moins 5 secondes. Ok? Voilà le temps pour faire mes 32 périodes. Très bien. Donc ça c'est fait. Comparé avec la fréquence d'exécution, on y va. Du coup, j'ai pas assez de place, évidemment. Bon, je vais reprendre mon tableau blanc. Tant pis. Alors, je vais réécrire. Ok, on repart. Donc, on a dit que le temps équivalent pour pouvoir traiter le sous-programme acquisition courant. Donc, c'est bien 32 périodes sur ma fréquence. Donc, 200 000 Hz, qui est égal à 160, j'ai dit, fois 10 puissance moins 5 secondes. D'accord? Voilà le temps qu'il me faut pour traiter l'information acquisition, le sous-programme acquisition courant. Ok? Or, mon sous-programme, il fonctionne. On a vu que la fréquence de mon sous-programme, on va l'appeler SP, est égale à 100 Hz. Ouais? Donc, le temps, pour le coup, pour mon sous-programme, est 1 sur 1 sur 100, qui est égal à 0,01 secondes. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on est très, très, très inférieur donc, au temps pour traiter l'acquisition du courant. Ah, c'est 16? C'est pas 160? Non, c'est possible que je me sois trompé dans... on va le faire tout de suite. Vérifions. Comme j'ai fait ça rapidos là. Autant qu'on vérifie, tu as raison. Donc on a dit 32, ok, divisé par 200 000. Ok, donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 16. Oui, tu as raison. Donc là, petite erreur. Hop. On est à 16. D'accord? Vous me virez le 0. Ok, ce qui ne change pas grand-chose. Pour le coup. D'accord? C'est-à-dire que le temps du traitement du sous-programme est très 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 inférieur pardon, le temps à traiter l'acquisition du courant est très très inférieur au sous-programme. D'accord? Ok? Du coup, ça pose aucun problème. Voilà.
Euh, oui, bien sûr. Je vous remets ça. Alors attention du coup, hein. Ici c'est 16, 10 moins 5. Hein. Ok. Bon, là tout simplement je calcule hein, le temps, hein, t égale 1 sur f, hein, d'accord. D'accord, avec 100 Hz. Hein. D'accord, on s'aperçoit que le temps du sous-programme hein, est très très supérieur hein, au temps de l'acquisition du courant. D'accord. Ah, et du coup on n'a aucun problème hein, pour gérer l'information. Super. Et ben on est pas mal. Ah pardon. Oui, j'ai pas enlevé la calculatrice, c'est ça? Merci mon petit Mathieu. Mais vous pouvez prendre la parole, hein, les gars, quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, c'est bouclé ça. Il nous reste quoi, la question de synthèse? On regarde ça ensemble? Hein, on va répondre ça tranquillement. Euh, on a fait quand même. Quand on arrive à la question de synthèse, on est content. Hein. Quand on a traité toutes les questions du sujet, on est pas mal. Hein. Donc, vous voyez, là, il est 11h30. Allez, on a pris un peu de temps. Vous voyez, on a mis allez, 3h30 ensemble pour faire le sujet. Ça va. C'est pas énorme. Hein, 3h30 pour faire le sujet ensemble. En prenant notre temps. Hein, en prenant notre temps avec toutes les explications, etc. Vous voyez que c'est pas. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui était long, hein, mais bon, ça veut dire que globalement, en 4 heures, hein, vous avez quand même le temps hein, de le traiter. Pour le coup. Alors, je vous rappelle, hein, c'est quand même un sujet sur l'ancienne réforme. Léopold, c'est dur tout de même. Je sais pas. Bon, on en parlera après. Hein, on finit la vidéo, je coupe. On finit le sujet, je coupe la vidéo, puis on fait une synthèse ensemble. Euh, donc, partie donc, 6, synthèse. Au regard des différents points abordés tout au long de ce sujet, énumérer les avantages et les inconvénients de l'exploitation du bus Watt System. Conclure sur la pertinence de l'utilisation des supercondensateurs pour alimenter une ligne de transport par bus en milieu urbain. Ok. Alors, quels sont les avantages? Inconvénients. Déjà, on peut commencer par ça, déjà. Qui me les cite? Qui prend la parole? Je vous écoute. Allez, quelqu'un prend la parole? Allez, il faut faire la synthèse, c'est hyper important dans un sujet. Hein. Si on vous propose de faire une synthèse, il faut la faire. Hein. Vous avez pas mal de points dessus, il faut surtout pas passer à côté. Hein. D'accord? Alors même si vous n'avez pas traité l'ensemble des questions, c'est pas grave du tout. Hein. Vous pouvez très bien faire la synthèse. Hein. Il suffit de reprendre l'objectif de chaque partie. Hein. Et vous voyez bien évidemment que, en plus, on vous donne généralement les résultats hein, quand même pour pouvoir continuer, hein, qu'il n'y ait pas trop de questions à tiroir. Donc voilà, je veux dire, la synthèse, vous pouvez vraiment la traiter. Il faut d'ailleurs, c'est pas que vous pouvez, il faut absolument la traiter. Il ne faut pas passer à côté. Alors qui répond à ces questions? Personne? Personne ne veut prendre la parole? Tout le monde en a marre? Euh, on l'a vu les avantages. Mathieu me demande si on aura une synthèse à faire pour le bac blanc, mais tout dépend du sujet, mon grand. Généralement, oui, dans les sujets, on vous demande une synthèse quand même de l'ensemble des calculs et des parties à effectuer. Hein. Allez, on va dire à 80, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais on est presque aujourd'hui, on est presque voilà, à 100% des sujets où il y a une question de synthèse. Voilà, donc oui, vous aurez certainement une synthèse à faire dans votre sujet, évidemment. Euh, Ok, avantages. C'était quoi les avantages? On l'a vu, hein, durée de vie des supercondensateurs, c'était la partie 1, hein, c'était justement la justification des supercondensateurs par rapport aux accumulateurs classiques. Donc, on a une durée de vie qui est 5 fois supérieure à celle des accumulateurs LMP, donc ça, avantage énorme. Euh, on a un rapport évidemment de poids. Hein. Alors, en réécoutant la vidéo que je vous avais diffusée, j'avais dit qu'il y en avait un rapport de 100, pas du tout, c'est un rapport de 10. Hein, je me suis planté. Hein. On était sur 148 kg de mémoire pour une tonne quelque chose, donc on a un rapport de 10 passant. Hein, j'ai dit une connerie en allant trop vite. Enfin, vous l'aurez rectifié, j'imagine, tous. Donc oui, on a un rapport de 10 au niveau de la masse qui est énorme. Hein, ça veut dire que, je ne sais plus si vous faites un petit calcul rapide, hein, on n'est pas loin des 20 passagers supplémentaires. Hein, ça, c'est ce qui était dans la correction. Hein, si vous prenez un utilisateur avec une masse moyenne de 70 kg, hein, on n'est pas loin de 20 passagers supplémentaires. Hein, pour la même masse, ce qui est énorme. Hein, ce qui est énorme. Voilà, ça, ce sont les avantages hein, du bus, bien entendu. Les inconvénients, vous le savez, hein, on en a parlé au début du sujet. C'est quoi? C'est fonctionnement par bibandrage. C'est-à-dire qu'on a une installation très particulière. On l'a vu, hein, un totem, chaque totem, c'est une installation particulière. Hein, c'est pas un abri de bus classique. Hein, et on a besoin de supercondensateurs. C'est-à-dire que, voilà, on a une installation quand même qui est assez contraignante, de fait, par rapport à un abri de bus classique.
et ce fonctionnement par brivonnage est réellement un inconvénient. Il faut qu'on puisse absolument recharger ce bus, même si je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même des accumulateurs classiques, hein. On a un petit peu de stockage d'énergie dans des accumulateurs classiques, au cas où, en effet, l'ensemble des supercondensateurs sera déchargé, d'accord, pour pouvoir quand même relier le bus, hein, faire avancer le bus à la station suivante. Voilà. Bon, voilà, bah, c'est à peu près pour les avantages et les inconvénients. Conclure sur la pertinence de l'utilisation des supercondensateurs pour les menus de transport bah, de type urbain, oui, c'est tout à fait pertinent, dans le sens où si on a des arrêts fréquents, ça veut dire qu'on est capable quand même de recharger le bus de façon tout à fait convenable, par biberonnage en effet, et que bah, si on prend les lignes de bus classiques de la région parisienne ou toutes les grandes métropoles, on peut se dire que oui, bah, c'est plutôt pertinent comme solution, hein, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Alors avec toutes les contraintes que ça peut supporter, hein, évidemment. On en a cité pas mal, hein, on en a parlé pendant le sujet, pendant le traitement du sujet, mais en tout cas, ça me paraît plutôt pertinent. Voilà, voilà ce que j'aurais pu conclure, hein. Puis en rappelant, hein, alors même chose, hein, essayez de rappeler quand même les valeurs, hein, de puissance, etc., qu'on a calculées. Hein. Hein, on est capable de quand même un stockage, je sais plus, on n'était pas loin des 2 kWh, d'accord. Donc ce qui permet quand même de voilà d'avoir une capacité de stockage plus importante que les 865 mètres de maxi de distance entre les deux stations. Hein. Voilà. Et que si, alors ce qu'on peut faire aussi, ce qui était dans la conclusion, c'est quoi? C'était que en effet la statation du totem, voilà, peut se faire sans un apport de ligne EDF dédié, hein, à cette installation. Voilà. Voilà au niveau de la synthèse, donc reprenez vos parties, hein, de toute façon vous les avez, hein, vous avez les titres dans chaque partie, les objectifs, hein, reprenez-les et hop, vous concluez par rapport à ça. Là, avantages, inconvénients, vous les avez, ça y a pas de souci. Hein, après sur la pertinence, hein, vous avez le droit de discuter, hein, vous avez le droit d'avoir aussi votre avis, de reprendre les inconvénients et les avantages, et puis les différentes valeurs aussi qu'on a calculées, hein, d'accord. Et puis de conclure par rapport à ça. Là globalement, je pense qu'on pouvait conclure que c'était pertinent, d'accord. Vraiment. Par rapport à tout ce que vous avez calculé, tout ce qu'on a fait, hein, c'est pertinent. On a assez d'énergie stockée dans les supercondensateurs pour faire des distances plus grandes. Voilà, on a un fonctionnement par biberonnage qui correspond exactement à un fonctionnement de transport urbain. Pour le coup, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc oui, c'est pertinent. Ok. Par rapport à la durée de vie, hein, c'est pertinent. C'est-à-dire, attends, pour les gens qui regardent la vidéo, je reprends ta question. Titouan, tu nous dis ce qu'on peut conclure avec vos connaissances. C'est-à-dire, alors oui, par rapport aux technologies batterie, bien sûr, tu peux. On a une pollution en effet qui est importante. Hein. Le supercondensateur se recycle assez bien, c'est vrai. Après, j'ai pas les chiffres exacts d'émissions de CO2 et de pollution entre le recyclage d'une batterie et des supercondensateurs. Ça serait intéressant de regarder pour voir un petit peu justement le cycle. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ça, ce que tu peux conclure, c'est que tu l'as vu sur les supercondensateurs, on a une durée de vie de 13 ans, hein, minimale, hein, minimale. Mais je te rappelle qu'on avait pris 1 million de cycles, hein, on était entre 1 et 2 millions de cycles. Hein. Donc c'est minimal. Imagine que si tu pars sur 2 millions de cycles, tu peux peut-être avoir une durée de vie de 20 ans, quoi, minimum, quoi. Tu vois. Donc c'est énorme par rapport à une batterie. Ça veut dire que c'est des supercondensateurs que tu vas recycler qu'une seule fois en 20 ans, presque. Tu vois. Par rapport aux batteries, c'est hallucinant. C'est hallucinant. D'accord. Le gros problème des batteries aujourd'hui, c'est le recyclage. Hein. C'est le recyclage. Voilà. Quand les capacités chutent, hein, au bout d'un moment, on ne sait pas trop quoi en faire de toutes ces batteries. Donc là, on a une vraie solution écologique quand même, hein, pour le coup. Hein. Moi, je trouve, hein, réellement. Hein. C'est mon point de vue. Hein. Après, vous pouvez avoir un point de vue différent. Mais je trouve qu'on est sur une vraie solution écologique quand même. Par rapport à la durée de vie des supercondensateurs. Hein. Et on en est qu'aux prémices, hein. C'est en train d'évoluer fortement. Hein. La technologie des supercondensateurs évolue hein, assez rapidement. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites dessus. Hein. On est en train d'augmenter les capacités, etc. On a des choses très très intéressantes. Ça va, je pense que c'est une technologie qu'on voit déjà d'ailleurs. Vous le voyez. Hein. Voilà, il y a des bus qui fonctionnent. Je vous ai parlé du bateau
traverse la rade de Brest qui fonctionne sur supercondensateur. Ça, c'est des technologies qui sont en place depuis déjà quelques années. Donc, vous voyez, voilà, récupération d'énergie sur les voitures à base de supercondensateurs aussi, en phase de freinage. Vous voyez, bon, voilà, on voit que ça commence à prendre un petit peu partout. Je pense que c'est une technologie que vous allez voir de plus en plus, en tout cas. Voilà, oui, alors par rapport à ça, par rapport à ces connaissances, en effet, Titouan, puisque c'est pour répondre à ta question, oui, vous pouvez tout à fait, hein, au contraire, hein. Voilà, je pense que vous pouvez, voilà, ouvrir un peu le sujet en disant oui, bah oui, bien sûr que c'est pertinent et que, voilà, au niveau écologique, c'est quand même bien plus positif que une alimentation, enfin une utilisation standard d'accumulateurs classiques, hein, type lithium-ion ou lithium-polymère, et que voilà, aujourd'hui, il est intéressant de réfléchir à ce genre de solution, et peut-être qu'à l'avenir, vu les recherches, la recherche dessus, ça va prendre de l'ampleur et on va avoir peut-être des capacités plus supérieures et du coup une énergie stockée supérieure et pouvoir faire des distances qui soient peut-être encore plus grandes, tu vois. Voilà. Et ben c'est un beau sujet. Je coupe la vidéo et je vous reprends en synthèse, d'accord?